Mesdames et messieurs, bienvenue à ces plateaux spéciaux qui reçoit pour vous l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ici en République démocratique du Congo, professeur. Et voilà, ensemble, nous allons parler des enjeux politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo. Mais en tant que parlementaire, comme il est parlementaire, nous aborderons plus ces sujets dans cet angle du rôle parlementaire, le rôle du Parlement congolais. Et voilà justement le menu ou la matière que nous allons aborder avec le professeur Chilumbaï. Professeur, bonjour. Bonjour. Mais comment ça évolue au niveau de l'Assemblée nationale? Non, ça évolue bien. Nous sommes en période de vacances. Ok. Depuis le 15 juin, comme c'est prévu par la Constitution et notre règlement intérieur, et que nous reprendrons au 15 octobre. Et jusqu'à ce niveau, comment vous évaluez votre travail en termes de production parlementaire? Bon, il faut dire que classiquement, il y a ce que le Parlement est appelé à faire. D'abord, c'est la législation. Nous légiférons pour le pays. Nous adoptons les lois et nous pouvons formuler des recommandations à l'endroit des gouvernants et des gestionnaires des entreprises et des services publics. Mais aussi, nous contrôlons le gouvernement, nous contrôlons les entreprises publiques, nous contrôlons les services publics de l'État central, il faut dire ainsi. Et à côté de cela, il faut reconnaître que les missions parlementaires ont évolué. Il y a beaucoup de choses, de plus en plus avec l'éclosion des processus démocratiques dans plusieurs pays. Désormais, les parlements, comme le nôtre par ailleurs, sont appelés à intervenir dans diverses activités de l'État qui touchent parfois aussi les volets internationaux de la vie de l'État. Comme ici, nous avons reçu mandat de ratifier ou d'autoriser la ratification de certains accords au terme de l'article 214 de notre Constitution, les accords relatifs à l'intégration régionale, les accords relatifs au commerce, à la paix et tant d'autres traités internationaux qui doivent passer par le Parlement. Nous pouvons aussi discuter des budgets, des activités spécifiques, parce qu'il s'agit de financer des procédures particulières. Donc, c'est ça, le travail que nous faisons. Nous donnons à notre gouvernement des moyens de son action. Vous êtes l'autorité budgétaire, justement. Au travers du budget, de la loi financière, que nous sommes appelés déjà à adopter avec la rentrée prochaine. De la session de septembre. De septembre, jeudi, octobre. Voilà un peu l'essentiel. Mais parlons de votre deuxième mission, le contrôle parlementaire. Mais avec tout ce qui se passe dans la société, l'espace politique congolais aujourd'hui, avec ces détournements en série, mais l'opinion s'interroge pour dire, mais qu'en est-il de la mission justement du Parlement? Parce qu'il y a les contrôles judiciaires, il y a le contrôle citoyen, il y a également le contrôle parlementaire. Mais peut-on conclure qu'il y a une faille dans l'accomplissement ou dans l'application de cette mission parlementaire? Oui, les détournements en série, on en parle tellement. Il faut dire aussi qu'il y a ce que vous, les médias, vous dites, et surtout les médias révolutionnaires, les réseaux sociaux, et ce qui relève des évidences. Lorsqu'on parle de détournements, c'est vrai qu'on en parle autant, mais chaque fois qu'il y a eu des clameurs autour du concept détournement, nous nous sommes penchés. Nous nous sommes ardemment exercés à tenter de voir clair dans la manière dont la chose publique est gérée. Nous avons successivement fait venir devant la représentation nationale des ministres, nous avons fait venir de mandataires de l'État, de chefs d'entreprise et tout ce que nous tentons de faire pour voir comment la chose publique se gère. Et les détournements, il faut toujours savoir dessiner la ligne de démarcation entre la clameur publique et les évidences lorsque l'on se retrouve devant le juge pour établir qu'il y a détournement ou pas. Je crois que c'est pas forcément ça. On en dit un peu
plus ou trop, mais la réalité, c'est que nous travaillons sur toutes ces questions et de temps en temps, lorsque la justice a recouru à l'Assemblée nationale pour exiger, par exemple, que l'on mette à sa disposition un gestionnaire de la chose publique, nous l'avons fait sans atermoiement parce que nous avons ce souci qu'effectivement, que la vérité soit dite, qu'il y ait transparence dans la gestion. Moi, ce que je sais, c'est que depuis un certain temps, depuis d'ailleurs l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, la courbe de détournement a plus incliné, hein, parce que c'est vrai que là, on a offert un cadre de liberté qui permet à tout le monde de soupçonner un détournement et ça se propage comme ça. Avant, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'instrument adéquat qui servirait à ce que le détournement soit dénoncé, malheureusement. Aujourd'hui, c'est libre. Nous avons exhumé l'IGF qui n'existait plus que des noms, qui peut travailler aujourd'hui et tenter de procéder aux vérifications utiles afin de s'assurer que ceci qui est dénoncé est un détournement ou pas, et ça s'est fait. Alors, là, ça donne une ambiance et l'image qu'il y a de plus en plus de détournements alors que la corruption est de plus en plus jugulée. Et cela se manifeste, heureusement, dans la croissance, la courbe de croissance économique, en termes, par exemple, de mobilisation des recettes de l'État. Okay. Nous sommes partis d'un budget qui peinait à réaliser, par exemple, 3 milliards en ressources propres depuis plusieurs années, depuis l'arrivée du président Tshisekedi. Vous avez vu le bond qui a été réalisé jusqu'à atteindre des chiffres mirobolants de l'ordre de 12 milliards, 14 milliards du budget de l'État sur fonds propres. Cela révèle bien évidemment qu'il y a eu une certaine austérité et surtout qu'au plan de contrôle, les mesures ont été renforcées pour endiguer la corruption. Je ne dis pas qu'elle soit partie définitivement, nous y travaillons. Donc le Parlement est exactement sur ce dossier. Vous avez vu combien de gestionnaires ont défilé devant le Parlement, les ministres, ainsi de suite, parce que nous sommes plus que jamais préoccupés à pouvoir permettre à l'État d'avoir les moyens de sa politique en évitant le coulage des recettes, en évitant l'impôt sans le pot, comme on dit. Alors, au plan, j'ai dit ici, par exemple, au plan international, de plus en plus, en dehors des missions strictement constitutionnelles dévolues au Parlement, il y a des missions réglementaires comme les relations interparlementaires. Okay. Ouais, nous jouons désormais un rôle très, très actif dans les missions parlementaires. Je crois que vous le voyez assez bien. Nous sommes plus que jamais au contact d'autres peuples au travers leur parlement. Cela nous a permis de rapprocher de plus en plus les autres États et de les sensibiliser à notre cause. Nous avons été partout. On aura le temps, on aura le temps d'évoquer tout ça. Mais c'est vrai qu'on a évalué les travails parlementaires, en tout cas jusqu'à ces niveaux. Mais comment vous évaluez la situation sécuritaire du pays en tant que parlementaire? D'abord, il faut dire que ça fait 30 ans des guerres non-stop. 30 ans pendant lesquels chaque jour, il y a un mort lié aux conflits armés dans ce pays. Et cela n'a pas connu d'interruption. Alors, il est difficile de faire aujourd'hui une évaluation succincte de la situation. Ce que je sais, c'est que le plus important pour nous était de voir comment nous nous attaquons à la vraie problématique de cette guerre. Et pour cela, je pense qu'il y a des traits positifs à relever, entre autres le fait que pour la première fois, les vrais auteurs de cette guerre, le Rwanda en l'occurrence, ont été amenés à non seulement reconnaître que c'est eux les auteurs au travers d'un accord écrit, signé, mais aussi à être cités comme auteurs par des instances internationales, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme et tant d'organisations
régionales et internationales. Et ça, c'est une avancée majeure. Parce qu'il était difficile de combattre une conflictualité, une criminalité imbriquée, dans un contexte où le vrai auteur de ce qui se passe au Congo était en filigrane. Maintenant, là, c'est une réalité assez lisible. Et tout le monde sait que le Rwanda fait la guerre au Congo et ce n'est plus... Mais comment expliquez-vous cette avancée, justement? En efforts, 30 ans, le travail. Rwanda ne s'est jamais affiché comme tel et au niveau international, on n'a jamais pointé du doigt à l'agresseur. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui... Non, mais ce qui explique est connu. Depuis la guerre de l'AFDEL, lorsque Laurent Désiré Kabila est porté au trône par le Rwanda, en 1997, c'était une préfecture que le Rwanda avait installée au Congo. Donc, non seulement que le Rwanda attaquait un pays géré par un préfet nommé par le Rwanda, ça c'était clair, mais aussi que ce préfet n'avait pas la liberté de dénoncer ce qui s'est passé parce qu'il était une émanation du Rwanda. Son rôle était bien évidemment de couvrir l'activisme tant militaire qu'économique du Rwanda en RDC. Et depuis 30 ans, c'est pour la première fois que le Congo est géré par un président issu des élections tenues librement par des Congolais qui ne soient pas de l'émanation rwandaise ou du système de la préfecture que le Rwanda avait installée ici. Et ça a permis à ce que les Congolais de toutes catégories aient la possibilité de dire ce qui s'est passé ici. D'abord, les institutions de la République, en commençant par le président de la République, le président Tshisekedi lui-même, en passant par le Parlement, désormais les parlementaires dont la majorité à l'Assemblée n'est pas issue de la préfecture instituée par le Rwanda, ont libéré leur intelligence et leur bouche pour s'exprimer, dénoncer ce qui se passe ici, mais aussi notre diaspora, par exemple, qui a joué un rôle énorme. Vous allez vous réaliser aussi que pendant ces 30 ans, nous n'avions plus d'ambassade à l'étranger. Nos diplomates étaient clochardisés, ils n'avaient plus de bureaux, ils n'étaient pas logés, ils n'étaient pas véhiculés, ils n'étaient pas payés. Et donc, il n'y avait plus personne en dehors du pays pour parler au nom du Congo. Ce que le président Tshisekedi a très rapidement rétabli en renforçant des équipes dans nos missions diplomatiques, en payant régulièrement nos diplomates, et ça, ils le reconnaissent partout, en leur dotant de moyens de transport, non seulement des moyens de transport, mais des moyens de transport luxueux et respectueux pour un pays grand comme le Congo, et en leur proposant une grille d'activité qui a permis que la voix du Congo soit désormais entendue. Donc, il y a des circonstances qui ont été... Vous pensez qu'il y a une dynamique interne? Bien sûr. D'abord, la rupture avec la gouvernance enchaînée par le Rwanda, mais aussi la présence d'un fils du pays, un homme futé, un homme intelligent. Qui n'est pas un préfet nommé par le Rwanda. Qui n'est pas issu de la mouvance rwandaise, et qui est déterminé à faire ce pays une grande nation au cœur de l'Afrique, et pourquoi pas dans l'arène internationale. Et ceux qui pensent qu'au niveau national, interne, et au niveau régional, on stagne. Non, mais en fait, il y a, vous savez, des solutions aux problèmes endémiques comme la situation de la crise que connaît le Congo aujourd'hui. C'est parfois des solutions qu'il faut trouver avec une certaine froideur. On ne stagne pas, loin s'en faut. Par contre, des avancées sont spectaculaires. Mais ça ressemble à un cycle, c'est pratiquement... En si peu de temps, nous aurons eu l'occasion de régenter, si pas de participer à un acteur majeur à toutes les organisations internationales importantes dont nous sommes membres, en commençant par la SADC, la CAC, l'Union africaine, dont nous avons assumé la présidence avec brio. Depuis que le président Tshisekedi est parti, la présidence de l'Union africaine, on n'en parle plus. Vous avez vu ça? Et ça, c'est très clair. C'était
une présidence assumée et qui a fait parler d'elle. C'était en 2020, Oui, 2019, 2020. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après ça, nous sommes désormais au Conseil des droits de l'homme, nous sommes dans le concert des nations, nous sommes une nation qui rayonne, un pays dont la voix se fait de plus en plus entendre. Nous sommes au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat qui commence en janvier, d'ici quelques 4 mois. Voilà. Et tout ça, c'est des paramètres sur le plan diplomatique qui peuvent indiquer, signifier qu'un pays renaît de ses cendres. Et là, nous avons un homme d'État, un chef de l'État dont la personnalité est autant imposante qu'il se réalise sur un Congo qui, comme j'ai dit, qui renaît de ses cendres, mais aussi qui remplit l'un des critères majeurs de déterminants de la puissance diplomatique d'un État, ce qu'on appelle la personnalité de l'homme d'État. Un peu comme l'a fait vivre à Israël des personnages comme Ben Gurion, à la France des personnages comme le Jean de Gaulle ou d'autres personnes que nous avons connues, Mustafa Kemal Atatürk, dans des conditions difficiles et qui ont fait revivre leur pays qui aujourd'hui sont listés parmi les grandes puissances alors qu'ils ont vécu des situations d'humiliation comme celles que nous avons vécues. Le président Tshisekedi correspond bien à cela. Et il faut l'enfant. Mais il correspond bien à cela, professeur, mais il n'y a toujours pas de résolution durable du conflit. Mais attention. Vous avez parlé d'un conflit qui a duré 30 ans. Parce qu'il a duré 30 ans et maintenant on lui trouve des résolutions durables. D'abord, tenez qu'au plan militaire, parce que beaucoup de gens ne semblent pas comprendre ce qui s'est passé dans ce pays. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé à la tête de ce pays, il a trouvé des militaires qui se battaient en babouche, comme des chasseurs du Moyen-Âge. Et il les a habillés, et ça c'est visible. Il les a habillés, il a amélioré leur équipement, il a généralisé la paye de tous les militaires, il a amélioré leurs soldes. Ça, je ne dis pas que c'est déjà bon, mais nous sommes aujourd'hui parmi les meilleures nations qui payent les militaires en Afrique. Je ne dis pas en Afrique centrale, en Afrique. Nous sommes parmi les nations qui payent mieux leurs enfants engagés. Honorable, je vous laisserai continuer, mais je voulais juste vous rappeler un truc. Mais quand le président Tshisekedi, à son arrivée, quand il a dit que j'ai trouvé une armée structurée, mais il faisait allusion à quoi exactement? Il faut tirer attention entre la structure et l'efficacité. L'armée structurée, c'est au plan de l'architecture. On sait que l'armée est composée de sections, elle est composée de brigades, elle est composée des régions. Son organisation. C'est ça la structure. Il a trouvé une structure qui n'a pas été à fond changée. Maintenant, il faut que la structure corresponde au fonctionnement harmonieux d'un service. C'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. C'est cette armée qui n'avait aucun moyen pour fonctionner. C'est cette armée qui n'avait pas d'équipement, ça tout le monde sait le dire, en dehors des équipements strictement militaires. Au plan de vie personnelle, les militaires avaient perdu tout le goût de carrière. Maintenant, j'ai dit qu'il a été revêtu, il peut s'habiller comme un militaire, comme un citoyen. Les conditions de vie, le quotidien des militaires est en train de sérieusement et systématiquement s'améliorer avec la construction de l'équipement des hôpitaux et l'amélioration de salaire. Et ça, c'est une évidence, je le disais ici tantôt. Et que désormais, comme vous le savez, ça a été une armée hautement infiltrée pour avoir été gérée par James Kabarebe, qui aujourd'hui est connu pour être l'un des pièces organisatrices de ce chaos congolais. Lorsqu'il a été lui-même aux commandes de cette armée, il l'a piégé de l'intérieur avec des infiltrations, des processus de mixage, de brissage, de brassage et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, ça a handicapé l'efficacité de cette armée. Mais avec le travail fait,
en si peu de temps, nous pouvons constater que là où le Rwanda décidait de prendre Goma le matin, il le faisait. Il a pris 4 ans pour entrer dans la ville de Goma, avec toutes les implications que vous connaissez. Il a pris 4 ans. Et 4 ans d'une armée que le président Tshisekedi a trouvée sous embargo. Le temps qu'il commence à discuter la levée de l'embargo, le Rwanda a commencé la guerre. Et nous avons négocié difficilement cette levée de l'embargo pendant que le Rwanda évoluait. Et lorsque on lève l'embargo, le temps que nous commencions à nous approvisionner, le Rwanda avait pris le dessus sur nos troupes. C'est ça, on n'en pouvait rien à ce moment-là et que le travail a été fait pour que la résistance soit organisée. Elle a été, et nous avons réussi aujourd'hui à protéger le pays de cette nouvelle colonisation de Paul Kagame. Mais maintenant, ce que c'est fait, il y a cela, et au plan diplomatique, des efforts ont été conjugués, d'abord, qui ont commencé par la compréhension qu'il fallait inculquer à tous nos partenaires dans la communauté internationale et les autres pays voisins qui avaient pris l'habitude de considérer que la faute était aux Congolais alors que le Congo était agressé, tout simplement parce qu'il y avait une préfecture ici qui accompagnait le Rwanda dans son discours d'incrimination du Congo sur ce dont il était lui-même victime, le Congo, je cite. Et l'effort a été conjugué. Le président de la République a voyagé, il s'est déployé, et ça, il vous disait que les voyages n'étaient pas une partie des plaisirs. Vous avez constaté que ce n'était pas une partie des plaisirs. Mais restons d'abord au niveau de l'armée. Alors, en attendant, toutes ces réformes sur l'armée congolaise que vous avez trouvées déstructurées, peut-être faibles ou comment, on a eu à recourir aux mercenaires. L'ancien président Joseph Kabila l'a d'ailleurs décrié, il l'a dénoncé. On a recouru aux armées étrangères, tout ça. Donc, vous reconnaissez cette faiblesse, vous reconnaissez qu'en 6 ans, le régime Tshisekedi n'a pratiquement pas travaillé suffisamment sur la réforme de l'armée. Et voilà, on peut recourir. J'ai dit comment, si le régime n'avait pas travaillé sur la réforme de l'armée, Goma tomberait en une journée comme d'habitude. Lorsque Kabila était ici présent, Kagame décidait le soir de prendre Goma et le matin, il prenait. Et cette fois-ci, il a décidé de prendre Goma. Il est arrivé à Goma 4 ans après. 4 ans après, et il a ouvert de grands cimetières au Rwanda. Et le Rwanda connaît la récession pour la première fois de son histoire depuis qu'il colonise le Congo. Il connaît la récession. Comment vous pouvez dire que le régime Tshisekedi n'aurait rien fait et que vous vivez des choses aussi palpables que cela? Le plus important ici, c'est de vous dire ce qui a été fait dans ce domaine. Je ne dis pas que nous soyons arrivés à la perfection, mais par rapport à ce que nous avons trouvé, jamais dans l'histoire de cette armée, l'État l'avait financé comme c'est le cas aujourd'hui. Les moyens sont déployés, les efforts sont engagés pour que demain, ça soit, si pas la meilleure armée africaine, mais l'une des meilleures armées de cette Afrique. Alors, parlons des efforts diplomatiques. Si on parle aujourd'hui de la diplomatie, on ne manquera pas d'évoquer l'accord, ce célèbre accord du 27 juin dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda. Mais succinctement, professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer la teneur exacte de cet accord? D'abord, il faut noter que pour un pays autrefois oublié, une guerre qu'on a présentée comme la plus brutale, la plus violente et la plus meurtrière depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ramener le débat de cette guerre sur la table internationale et au bureau ovale de la Maison Blanche, c'est un exploit assez extraordinaire. Dans l'accord, moi, juriste internationaliste, je m'en tiens à une chose. Il est dit qu'il est posé le principe de réaffirmation et affirmation de la souveraineté de l'État. Ça dit tout. On n'a pas besoin d'autres commentaires. Lorsqu'on dit qu'on a décidé, on a précisé que la souveraineté de la RDC n'est pas négociable.
La souveraineté signifie en effet qu'il n'y aura pas au-dessus de l'État congolais et de son président, le président Tshisekedi, et en bas de lui, une interférence quelconque dans ce qui appartient au Congo. On n'a pas besoin d'autres commentaires comme les gens le veulent. Lorsque l'accord vous dit qu'il réaffirme la souveraineté, qu'il prône le respect de cette souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, d'autres commentaires deviennent superfétatoires. Mais que gagne la RDC pratiquement? Que gagne la RDC vis-à-vis du Rwanda? D'abord, nous sommes un État agressé, le principe élevé que cette agression cesse et pour toujours. Ça, c'est déjà une victoire assez éclatante, là où le Rwanda ne reconnaissait toujours pas être l'agresseur, alors que c'est lui l'agresseur. Maintenant, nous avons non seulement cette reconnaissance écrite du Rwanda qu'il est l'agresseur, mais aussi cet engagement à respecter la souveraineté du Congo. Ce n'est pas une petite victoire. Par la suite, dans cet accord, il a été prévu la possibilité de signer des accords d'intégration régionale. Là aussi, j'ai entendu des gens qui définissent l'intégration générale, plutôt l'intégration régionale, comme cette possibilité que le Rwanda viendrait au Congo prendre les richesses du Congo. Ce n'est pas ça. Ici, dans l'intégration régionale, on voit des processus fonctionnels ou même néo-fonctionnels, dans lesquels on peut partir d'une intégration processurale qui permettrait que, qu'il y ait une libre circulation des personnes et des biens entre le Rwanda et la RDC, ce qui suppose l'élimination progressive des obstacles, des barrières, des obstacles à la circulation. La possibilité, par exemple, qu'on lève les droits de douane, qu'on élimine les visas, ça c'est une possibilité, afin de permettre aux personnes et aux biens de circuler librement. Ce n'est qu'une formalisation qui vient accompagner ce qui se fait déjà, parce que en fait, l'intégration économique, lorsque elle est fonctionnelle, on dit que c'est une intégration d'en bas. Ça signifie que c'est les élites locales qui commencent et les États viennent formaliser. À ce jour, il y a plus ou moins déjà une activité intense de libre circulation des personnes et des biens entre les villes rwandaises de Gisenyi et congolaises de Goma, et une activité qui facilite cette circulation des personnes et des biens qu'il faut accompagner. Ça se fait toujours comme ça dans toutes les théories d'intégration telles que développées par les Bela Balassa, les David Mitrani, tous les auteurs qui ont étudié ça. C'est la première phase. Il faut lever les obstacles à la circulation, la possibilité, par exemple, de supprimer les visas, de supprimer la douane et tout ce qu'on peut faire pour faciliter cette circulation. Mais on peut avancer vers un peu plus. On peut avancer vers un peu plus en formalisant des engagements comme l'union douanière, par ce qu'on appelle la taxe extérieure commune, pour permettre à ce que la concurrence entre les deux pays dans leur commerce ne soit pas déloyale. On peut avancer un peu plus vers ce qu'on appelle le marché commun. On peut encore aller plus loin vers ce qu'on appelle la monnaie commune, ou si pas la monnaie unique. C'est des possibilités, mais c'est progressif. Il n'est pas dit que lorsque les deux nations se sont engagées à nouer des accords d'intégration, que le Rwanda viendrait au Congo prendre les richesses du Congo. Ce n'est pas ça qui est dit. Il faut que les gens comprennent. Moi, je préfère que, pour se mettre à l'abri de cette pollution intellectuelle, que vous choisissiez de bien lire la notion de souveraineté pour comprendre qu'il est affirmé la souveraineté de la RDC dans cet accord, et il est donc hors de question que la RDC souveraine braderait ses minéraux en faveur du Rwanda. Alors, il y a là un avis non négligeable, c'est celui du cardinal Fridolin Ambongo, qui a pratiquement affirmé, sans rigoler, que l'accord de Washington est une fausse solution. Oui. Bon, avis non négligeable, je ne vois pas un cardinal dire cela en Belgique et qu'on dise que c'est un avis non négligeable. Bien évidemment, ça se présente comme un avis non négligeable dans un pays qui était présenté comme une sorte de Feldsetz,
parce qu'il n'y avait plus de pouvoir qui gouvernait le pays. La préfecture était tout à fait faible, que les organisations privées comme l'Église catholique avaient trouvé qu'elles avaient leur part à jouer dans la gouvernance, dans la gestion de l'État, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, le cardinal, c'est un citoyen congolais qui a son point de vue comme le mien. Moi, j'ai une autorité scientifique qui m'est conférée pour émettre un avis qui serait peut-être beaucoup plus imposant que celui-là. Je peux l'émettre. Lui aussi a ému cet avis. Je ne sais pas quels sont les fondements qui l'ont déterminé à émettre cet avis, mais qui n'est pas une autorité, comme je viens de dire tantôt, scientifique, guérie et imposable en cette matière précise. Visiblement, les cardinals que récusent même la crédibilité de la diplomatie américaine. C'est un point de vue d'un citoyen congolais comme vous et moi. Et ça ne peut pas nous ébranler outre mesure. C'est un point de vue. Mais ce point de vue, maintenant, il faut le confronter à la réalité. Moi, je vous ai dit que la clairvoyance du président Tshisekedi et les efforts diplomatiques par lui conduits nous ont amené, ont ramené ce bureau sur la table des grandes instances et sur les bureaux, plutôt sur la table du bureau ovale de la Maison Blanche. Et ça, c'est beaucoup dire. Alors, maintenant, si le cardinal a son point de vue, qui est un point de vue isolé, un point de vue personnel de l'évêque de Kinshasa, sur autant d'évêques qui régolent ce pays, moi j'en connais, qui ont applaudi de deux mains ces efforts diplomatiques et qui croient fermement que cet accord a été une véritable réussite diplomatique. J'en sais autant. Et qui parfois ont fait des études qui leur confèrent l'autorité de le dire, qui ne sont pas seulement des études religieuses, théologiques, mais qui sont aussi des études de politique internationale qui leur ont permis de croire que ce qui a été fait est tout à fait extraordinaire. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on doit se cloisonner dans un point de vue isolé et négligeable comme celui-là. Alors, ça fait plus d'un mois que cet accord existe. C'est depuis le 27 juin, je l'ai rappelé. Alors, parlons de la mise en œuvre. Oui, les lignes bougent. Des discussions ont commencé sur le mécanisme conjoint. Il y a les discussions à Doha avec les rebelles du M23, les alliés du Rwanda. Il y a beaucoup de choses en cours. Vous avez même vu qu'ils ont tenu dernièrement une conférence de presse au cours de laquelle ils affirmaient ne plus rentrer à Doha parce qu'il y a des conditions infranchissables qu'ils posaient. Et là, ils sont là, sur place. Ce qui voudrait vous dire que nous ne sommes pas dans un théâtre chez nous. C'est des choses sérieuses qui n'ont pas été considérées comme sérieuses. Parce qu'ils négligent beaucoup les charges qui pèsent sur eux, les crimes odieux qui troublent la conscience collective de l'humanité, commis par eux sous caméra. Et donc, ils pensaient avoir plus de droits à réclamer alors qu'ils ont plus de réponses à donner et aux Congolais, à la communauté internationale. Je crois que les avancées sont là. Nous allons bientôt là chuter. Et je crois fermement qu'il faut conjuguer cette guerre au passé et se concentrer sur l'essentiel pour un pays qui... Et la levée des mesures de défense, dispositif rwandais, conditionné par la traque de FDLR. Non. N'avons-nous pas mal négocié, professeur? Non, nous n'avons pas mal négocié. Jusqu'à certifier cette thèse de FDLR. Non, mais la thèse de FDLR, moi je pense qu'il n'y avait pas meilleure posture que celle-là. Il n'y avait pas meilleure posture que celle-là. Maintenant, c'est le Rwanda qui contrôle la région où vivraient les FDLR. Ils nous ont montré quelques individus avec des tenues neuves qui venaient des sachets. Ils nous ont dit que c'était des FDLR.
on s'imagine qu'ils ont commencé à les attraper et que pendant le temps qu'ils ont passé, ils auront vidé sous prétexte. Maintenant, parce qu'ils occupent la région où vivent les FDLR, alors maintenant qu'ils demandent à la RDC de les traquer, la conséquence, elle est claire. C'est lorsqu'ils vont se retirer, indiquer là où se trouve les FDLR, la RDC va les traquer. Alors, parlons de Doha parce que vous l'avez évoqué. Où en sommes-nous? Et quid justement de revendications ou toutes les conditionnalités de la partie rebelle, l'AFC M23, qui a exigé la libération de 700 prisonniers. Sinon, ils ne retournent pas à la table. Non, ils sont à la table. Ah, ils négocient. Ils négocient. Ils sont à la table et les prisonniers n'ont pas été libérés parce que il faut dire que ceux qui sont prisonniers ont fait l'objet de procédures judiciaires en bonne et due forme. Et ils ont été jugés et condamnés et qu'il n'appartient pas à moi et vous de venir réformer des décisions judiciaires pour plaire à quelqu'un qui pense que le crime est une valeur. C'est que je crois qu'ils savent ce qui s'est fait généralement dans ce genre de choses. C'est soit que lorsque la paix sera revenue, et dans l'accord de principe, l'amnistie demandée par eux, il est acquis que ça sera au cas par cas, ça c'est une évidence, et que l'amnistie est issue d'une loi. La loi, c'est le Parlement qui l'adopte. Alors, soit qu'il y a des cas qui sont de la compétence du chef de l'État qui pourrait accorder la grâce présidentielle, soit qu'il y a des cas qui sont de la compétence du Parlement qui vont bénéficier de l'amnistie au cas par cas et conditionnelle. Et bien évidemment, lorsqu'il sera établi qu'ils n'ont pas été auteurs des crimes internationaux, et du reste, ça va se faire conformément à la Constitution de la République, et l'accord de principe de Doha le dit assez bien et de manière tout à fait claire, que tout tiendra compte non seulement de la Constitution de la République, de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise congolaise, de la Charte de l'Union africaine et tout ce que l'on sait d'engagement international souscrit dans ce cadre-là. Donc, il est hors de question qu'on s'imagine que les prisonniers seraient libérés en violation de la Constitution, qui est réaffirmée comme texte fondamental dans l'accord, en violation de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes de cette organisation, alors même que l'on sait que pour des crimes internationaux tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, c'est des crimes imprescriptibles. Alors, comment est-ce qu'on conditionnerait le retour de la paix à la résolution de crimes imprescriptibles pour des gens qui ont été reconnus comme tels et condamnés? Professeur, n'est-ce pas un ton, j'allais dire, arrogant, face à un adversaire qui gère pratiquement, qui contrôle 34 000 km², professeur? Non, en fait, c'est peut-être ça la rhétorique. Contrôle 34 000 km. Il faudra aussi s'assurer que ces 34 000 km sont contrôlés. Parce que c'est chaque jour qu'il y a de trucs et que contrôler les 34 000 km, lorsque vous ne contrôlez aucun individu et que vous tentez de soumettre par brutalité, agression des habitants à ce que vous pensez être la cause que vous défendez. Non, mais il faut s'assurer qu'en contrôlant 30 000 km, vous contrôlez les gens qui habitent là-bas. Vous avez vu quelqu'un à Goma qui est d'accord avec le M23. Et le Parlement, il s'est vidé. Tous les députés provinciaux, sans exception, sont à Beni et de l'autre côté, ils sont à Uvira. Une preuve que personne des habitants de ces 34 000 km a accepté la présence de ces gens que vous dites qu'ils contrôlent. Donc, ils ne contrôlent pas.
et que, vous parlez de l'arrogance, ça ne nous habite pas tellement. Ça les habite, et ça les habite parce qu'ils ont pensé que les circonstances qui ont permis qu'ils soient à Goma sont une fatalité. C'est un accident de parcours pour des choses que je vous ai décrites ici, qui sont en train d'être en même temps corrigées. Et je crois que ce n'est pas comme ils pensent là que les choses vont se passer. Ouvrons une parenthèse pédagogique, parce que nous sommes face au professeur. Professeur, en lisant la déclaration des principes de Doha, il y a un terme, le cessez-le-feu immédiat et le cessez-le-feu permanent. C'est différent, non? En fait, différent, oui. Immédiat, c'était le besoin que tout de suite les armes se taisent, pour permettre à ce que les mesures qui sont prises et qui seront prises trouvent un cadre d'exécution. Mais lorsqu'on parle du cessez-le-feu permanent ou définitif, ça signifie plus jamais ça. Donc, qu'il n'y ait plus jamais retour de la guerre dans cette région, dans ce pays-là. C'est un peu ce que ça implique. Donc, immédiat, c'est pour créer les conditions d'effectivité de ce qui a été convenu, et permanent, c'est pour que ça ne revienne plus. Et la restauration de l'autorité gouvernementale est pratiquement soumise à l'appréciation des partis? Non. C'est renvoyé au prochain accord? Non. La restauration de l'autorité de l'État est d'abord un principe autonome, mais aussi une sous-entité du principe de souveraineté de l'État. L'accord de Doha a réaffirmé cette souveraineté de l'État et que l'État a un gouvernement qui devrait étendre cette autorité sur l'ensemble du territoire national. Alors, quel est votre rôle en tant que parlementaire? Je parle du Parlement dans le suivi de ces accords, justement. Prenons l'accord de Washington. Si on peut s'informer sur ce qui se passe de l'autre côté, il y a quand même le Parlement rwandais qui a ratifié. Ouais. Alors, vous avez évoqué l'article 214 de la Constitution. Mais que faites-vous? D'abord, il faut noter que moi, personnellement, je suis au bureau de l'Assemblée nationale, le membre chargé de ces questions désormais qualifiées de diplomatie parlementaire. Je m'occupe exactement des relations interparlementaires. Je me suis chargé de contacts utiles avec d'autres parlements du monde. Dernièrement, j'ai été aux États-Unis où j'ai rencontré un groupe important de congressmen américains dans le but de leur expliquer ce qui se passe au Congo, mais aussi d'insister que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et les accords ainsi signés ne restent pas lettres mortes. Et ça, c'est le travail que nous faisons au quotidien. Nous sommes en train de sensibiliser tous les parlements du monde afin de se joindre à cette cause. C'est vraiment chose faite, ou c'est presque chose faite. Alors, au niveau interne, il y a deux aspects. D'abord, le président de la République a informé formellement le Parlement de cette démarche conduisant à la signature de ces différents accords. Le Parlement l'en a encouragé et ça a été fait avec cet encouragement du Parlement. Vous avez vu vous-même lorsque on a paraphé l'accord de principe à Washington. Le Parlement était en plénière, comment il y a eu ovation et applaudissements dans le chef des parlementaires sur la réussite diplomatique. N'avez-vous pas subi le fait? Alors, maintenant, quel rôle le Parlement va jouer? Il faut noter que pendant que tout cela se concrétise, le Parlement est en vacances. Le Parlement est en vacances, il y a deux possibilités. La première, c'est que en même temps, lorsqu'on dit que les accords de paix doivent être ratifiés par le Parlement, il y a toujours au plan international, au plan des droits internationaux, cette exception intervenue depuis les accords de Yalta, qui permet que pour les accords dont le but est fondamentalement humanitaire, requiert urgence, qu'on passe outre cette disposition du droit interne, parce que la ratification, en principe, s'est fait conformément au droit interne. Okay.
Mais lorsqu'il s'agit de sauver un besoin humanitaire urgent ou des vies humaines en péril, il est d'une certaine habitude. Donc on peut s'engager et puis la informer coutume en aval. La coutume internationale, bien que jusqu'ici qualifiée d'une coutume sauvage, permet que le gouvernement s'engage parce que la cause humanitaire, elle est une cause internationalement supérieure à tout autre besoin qu'on puisse imaginer. Et donc, de cette manière-là, l'accord signé parce qu'impliquant un cessez-le-feu immédiat afin de préserver des vies humaines pouvait être signé en forme simplifiée. Maintenant, tout dépendra avec la rentrée. Si le gouvernement de la République, si le chef de l'État estime qu'il y ait des aspects de cet accord qui nécessiteraient ratification par le Parlement, je crois que les députés sont dans de très bonnes prédispositions pour accompagner cet effort extraordinaire du chef de l'État et vont devoir ratifier l'accord. Alors, vous étiez aux États-Unis, vous êtes dans cette dynamique vous avez parlé de la diplomatie parlementaire. Est-ce que votre voix compte, honorable? Sérieusement. Moi, j'ai évalué, lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai évalué mes premiers pas dans l'arène internationale, les premières réunions que j'ai eues, par exemple, au sein de la SADC ou dans l'espace européen, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine réticence de parlement de pays amis en Europe comme ici en Afrique. Et le travail que nous avons fait, l'insistance, les explications que nous avons données, les efforts fournis, ont permis que désormais, il y a une très grande prédisposition parlementaire à travers le monde à accompagner le Congo. Et tout le monde a compris que le Rwanda vivait des mensonges chroniques qui a aveuglé tout le monde pendant plusieurs années, effectivement, parce qu'il n'y avait pas de répondant au Congo. Le Congo n'avait pas Vous étiez absent. Mais le Congo n'avait pas de président. Il y avait un préfet ici qui défendait la cause du Rwanda. Donc, cela a fait que les gens trouvaient normal ce que le Rwanda disait contre le Congo pendant qu'il était accompagné par la préfecture qui était installée à Kinshasa. Désormais que nous avons amené une autre compréhension, nous avons été compris. Avec une voix qui porte. La voix porte parce que nous avons été à l'Union européenne, nous avons obtenu une résolution unanime du Parlement européen. Moi, j'étais dernièrement au Luxembourg, un pays qui a par moment hésité à accompagner des sanctions contre le Rwanda. Ma présence a été saluée par la convocation d'une plénière extraordinaire de la Chambre luxembourgeoise. Et nous avons tenu cette plénière parce que le Parlement luxembourgeois devrait écouter le point de vue de la RDC que j'avais apporté, qui a été ovationné, acclamé, et que l'opinion luxembourgeoise est désormais une opinion très proche de la position de la RDC. Et vous en êtes fier? Enfin. Très fier. Ok. Très fier. Ce n'est pas le cas pour l'opposition congolaise. En interne, les opposants pensent le contraire. Ils estiment que la solution au problème du Congo ne viendra pas des États-Unis, de la France, Luxembourg et autres. Bien sûr. Mais la solution, il faudra une dynamique Bien interne. sûr, le dialogue. Non, attends. C'est cette dynamique interne enclenchée par le président Tshisekedi, n'est-ce pas? L'opposition elle-même devrait lire les signes des temps parce que il y a le principe de légitimité. C'est cette opposition qui ne sait pas réunir 50 personnes dans un coin de rue pour exprimer son point de vue, qui va se prétendre de légitimité pour être celle qui pense ou qui dit ce que le Congo pense. Non. L'opposition, elle est là. Elle a l'avantage d'être pour la première fois une opposition libre et libérée, qui mène ses activités en toute liberté, mais qui est incapable de galvaniser, qui est incapable
de mobiliser. Et ça, c'est vraiment un raté pour elle. Parce que nous avons fait l'opposition pendant que nous n'avions pas la liberté de nous exprimer dans la rue. Incapable de mobiliser à cause de la tyrannie. Elle est incapable de mobiliser dans un pays qui est le pays le plus libéral de l'Afrique. Les libertés s'expriment mieux ici au Congo que dans n'importe quel pays d'Afrique. Mais il parle de dictature. Non. Mais vous êtes journaliste, vous savez de quoi je parle. Les libertés s'expriment mieux ici au Congo que dans n'importe quel pays d'Afrique. J'ai un témoignage unanime des diplomates qui vivent ici et des professionnels qui travaillent, y compris des membres des organes de presse internationaux. Et donc, l'opposition n'y arrive pas. Ça, c'est un principe. Il faut maintenant que l'opposition ait la salubrité d'esprit de comprendre qu'il y a eu élection dans ce pays-là et qu'il y a un président qui a été élu, celui qui incarne la légitimité populaire et qui doit faire ce que le peuple pense. Alors, qu'en est-il de la recette ICC Senko? Vous êtes partant? Je pense individuellement, non. Ça, c'est un point de vue personnel. J'ai toujours estimé que c'est une farce. Lorsque vous rencontrez les animateurs de la Senko, d'abord qui sont dans des anniversaires à Goma, dans des vins et tout ce qu'ils font en train de danser avec ceux qui tuent, pillent et violent à Goma, et vous leur posez la question de savoir de quoi il s'agit, ils ne vous expliquent pas. Moi, je vous recommande d'aller vers la Senko, aller rencontrer Monseigneur Cholet, posez-lui la question, c'est quoi le pacte social? Vous passerez 2 jours à ne rien comprendre. Donc, ça, c'est un point de vue personnel. J'estime que cette démarche est une farce. Est-ce qu'on peut prendre quelques éléments de cette démarche? Entre l'idée, ce n'est pas moi qui décide. La question initiale ou le problème initial, c'est qu'il y a une crise en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de crise de légitimité au Congo. Il faut réunir tout le monde pour... légitimité au Congo. Il y a une agression armée avec laquelle certains membres de la Senko pactisent. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de crise de légitimité au Congo. Il y a eu une élection pour un mandat de 5 ans. Il n'y a pas de crise de légitimité. Mais il y a une agression armée portée par certains membres de la Senko. Ça, il faut clarifier ça. Donc, moi, personnellement, je dis c'est un point de vue individuel. J'estime et je l'assume que la démarche de la Senko est une farce. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide si le chef de l'État, dans toute sa souveraineté, parce que c'est lui que le peuple a investi du pouvoir de représenter le Congo, estime que c'est une possibilité à laquelle il faut s'ouvrir. Moi, je n'en peux rien. Nous allons devoir suivre ce que l'unique élu du peuple congolais aura décidé. Un régime qui veut une chose et son contraire. Vous voulez la cohésion nationale, mais vous ne voulez pas même cette cohésion en même temps parce que, par exemple, avec ces procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, mais il faut tirer très attention. Il faut tirer très attention. La cohésion nationale ne signifie absolument pas que l'on ouvre une foire ici où les gens se comporteraient comme ils veulent, les gens se procureraient des armes, feraient la guerre au Congo, commanditeraient les viols massifs de femmes et des enfants, tueraient et pilleraient les richesses du Congo en toute impunité. Non. Kabila, c'est un citoyen qui s'est affiché clairement avec l'agresseur, et ça, ce n'est pas un débat, vous en savez quelque chose. Non seulement qu'il l'a fait physiquement, mais il l'a dit de sa bouche, qualifiant l'agression rwandaise d'une lutte légitime. Et cela suffirait pour que l'on conçoive qu'il est l'agresseur. Et vous voulez que l'on bénisse une telle attitude barbare parce qu'il s'agit de quelqu'un qui s'appellerait Kabila, je ne crois pas que ça soit civilisé ça. Moi, je pense plutôt que il n'y a pas de paix sans la justice. Et que la justice est l'unique chose qui puisse corriger l'impunité et l'arbitraire. Si on laisse Kabila faire, s'allier officiellement avec les Rwandais aujourd'hui comme il l'a fait, saluer l'agression du Rwanda sur le Congo comme il l'a fait alors que cette agression a été reconnue par la plus haute instance mondiale habilitée à le faire,
c'est que nous aurons encouragé nos jeunes, ceux qui sont sur le banc de l'école ici, nous leur aurons appris que la meilleure façon de faire lorsque vous aurez des soucis de vie personnelle, la soif du pouvoir, c'est d'aller où vous allez à un État étranger pour agresser le Congo, tuer, violer les femmes au Congo et les enfants. Alors, professeur Chilumbaï, il nous reste 5 minutes pratiquement pour conclure cet entretien. Mais je vais compléter votre présentation. Vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes député national. Je vais ajouter, vous êtes également cadre de l'UDPS. Alors, de quel UDPS justement? Qui vous dirige? Qui est votre responsable du parti? Moi, je souhaitais, comme vous l'avez vu, vous m'avez posé ici la question avant l'émission sur mon silence face aux attaques dont j'ai été l'objet, des attaques verbales d'une violence rarissime de la part d'un ami, d'un camarade du combat. Je cite ici Augustin Kabouya. Je pensais que ce n'est pas la meilleure façon pour moi de corriger des injures contre ma personne. Il s'est adressé à vous lors d'un meeting. Bien sûr. J'ai dit, je ne peux pas, à l'inverse, convoquer un meeting pour corriger les injures contre ma personne. J'ai des valeurs à protéger. J'ai extrêmement des limites comme avocat, comme enseignant, que je ne peux pas faire la même chose. Mais ici, ce qui compte, c'est de constater malheureusement que nous déployons beaucoup d'énergie pour nous insulter, pour nous menacer, alors que ces énergies auraient dû être déployées intelligemment pour dire aux Congolais ce que le président Tshisekedi a fait d'extraordinaire pour ce pays. C'est ce que l'opinion ne comprend pas non plus. C'est ce que l'opinion ne comprend pas. Vous êtes dans la diplomatie parlementaire, par exemple, mais vous êtes à mesure de résoudre certains problèmes à l'international, mais incapable de résoudre ce qui se passe à l'UDPS. C'est exactement, vous m'avez trouvé, je lisais un gros pamphlet ici que je viens de finir, intitulé Parti politique. Ok. Alors, lorsque j'ai lu tout ça et je vois ce que nous faisons, je sens la différence entre parti politique et les attitudes qui ressemblent à une activité d'un mouvement activiste. Ici, moi, j'étais avec des grands journalistes. Et ici, c'est pas dans le mal, je peux vous citer les amis, les Yves Bouya et les autres. Okay. Lorsque je leur dis qu'en 5 ans, le président Tshisekedi a construit 6 universités dans ce pays. Ce que les Belges n'ont pas fait, ce que le maréchal Mobutu n'a pas fait, ce que personne n'a fait dans ce pays. Ils étaient étonnés, ils ont dit 6 universités où? Exactement. C'est des journalistes qui vous disent ça. Mais pourquoi ils vous disent ça? Parce que la matrice du pouvoir, l'IDPS, qui devrait dire aux Congolais que le président Tshisekedi a construit 6 universités, on n'a pas cette information, exactement, déploie beaucoup d'énergie pour les injures, pour les menaces, pour ce qui fait que de plus en plus la population a pris ses précautions pour séparer le président Tshisekedi de l'IDPS, pour séparer ce que le président fait de ce que l'IDPS fait. Parce que comme parti politique, notre rôle serait la conception, notre rôle serait l'accompagnement des politiques, la pérennisation du discours politique et de la conception du programme de gouvernement. Et c'est nous qui aurons la charge de rappeler au gouvernement changeant que voici la ligne de conduite que nous avons dessinée pour notre mandat de 5 ans. Et vous regrettez votre comportement, justement. Je regrette notre comportement. Mais qu'est-ce qui explique cette crise? Qu'est-ce qui expliquerait cette crise? Non, la crise s'explique par le sabotage de la démarche des pères fondateurs. La crise s'explique par la confiscation de la gestion du parti et l'atomisation des structures du parti. Parce que lorsque, moi je le dis toujours, lorsque vous sortez
vous êtes une organisation sociale, vous prenez les textes, vous mettez de côté, l'organisation devient un bateau ivre et devient dangereuse. C'est malheureusement ce que nous avons tenté de faire depuis que le président Tshisekedi a pris ses fonctions comme président de la République. Nous n'avons jamais tenu un congrès, par exemple, d'organisation. Nous n'avons jamais veillé à ce que les structures, notamment les structures de contrôle du parti fonctionnent, les structures comme la Convention démocratique du parti. Nous avons atomisé l'école du parti, qui devait être le cadre d'encadrement des cadres de la base du parti, parce que il y a des personnes qui nous ont rejoints à la faveur du pouvoir. Okay. Ce qui n'est pas interdit, parce que il y a des gens qui ont rejoint nos rangs pendant que nous sommes déjà au pouvoir. Ces personnes devraient ne fût-ce que trouver un cadre qui leur dit c'est quoi l'IDPS. Voici notre philosophie. La non-violence, c'est quoi? C'est comment nous sommes battus. La gouvernance, voici ce que nous pensons. Voici notre projet de société. Ils n'ont pas trouvé ça. Et il y en a qui sont venus vers nous, parmi nous, qui ont commencé à cheminer avec nous sans avoir jamais lu une page de notre projet de société, sans jamais avoir lu un article de nos statuts, parce que personne n'en parle à la permanence du parti. Et que ces personnes, non seulement deviennent des hauts cadres, il y en a qui ont été hissés au rang de secrétaires nationaux, par exemple. Il y en a qui occupent des fonctions de président fédéral. Il y en a qui sont devenus députés, qui sont devenus sénateurs, qui n'ont pas trouvé un cadre d'encadrement qui est l'école du parti, parce que tout cela a été remplacé par des activités informelles et centralisées. C'est, je crois, ça le petit souci que nous avons. Et en sortir, pour nous, la réunification de l'UDPS, en sortir pour nous, ce n'est pas meeting contre meeting, matinée contre matinée. J'ai entendu des gens qui me disent mais tu n'as pas réagi aux attaques, tu n'as pas réagi. C'est pas d'abord une nature cohérente pour un homme équilibré comme moi, je ne peux pas le faire. J'ai même suivi, il y a eu pire que ça. Il y a eu pire que ça. J'ai appris un avocat, maître Donald Kabasele, un avocat, je dis bien avocat, au barreau de la Gombe, mon barreau, qui est allé à Kananga affirmer que moi, Chilumbaï, je suis avocat d'une entreprise qui s'appellerait Safrimex, avec laquelle j'aurais détourné 400 millions de dollars américains. Donc, vous sentez jusqu'où, dans un parti politique, lorsqu'il n'y a plus d'encadrement, les hommes sont capables d'aller. Je ne connais pas Safrimex, je ne connais ni bureau, ni quoi que ce soit Safrimex. Je suis un avocat, ici vous êtes dans mon cabinet, et je n'ai jamais été avocat de Safrimex, mais si Safrimex me propose un marché, je prends. Parce qu'il n'y a aucun interdit. Et vous n'avez pas détourné, non? Il n'y a aucun interdit. L'avocat détournerait comment? Quand bien même je serais avocat de Safrimex, c'est pour que Safrimex me paye mes honoraires. Exact. Comment j'irais détourner avec Safrimex? Donc, vous comprenez que tout est galvaudé. Et c'est ça, malheureusement, qui fait que nous ne sommes plus le support du pouvoir politique. Et nous avons laissé le président seul, un peu en l'air. Et cela n'empêche pas que le président se cherche mieux. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire? Parce que la République, elle doit fonctionner. Lorsque nous choisissons l'anarchie comme mode de fonctionnement du parti, et que nous pensons que le parti est seulement devenu l'ONEM, une sorte d'office national de l'emploi, et qui ne peut rien proposer, qui ne structure rien, qui ne recommande rien, qui organise ses meetings pour insulter, distribuer des torts. Mais le président, lui, doit fonctionner. La République a des gens en dehors du parti. Il peut faire... tourner le dos à lui de place. En fait, c'est tout ça que nous n'arrivons pas à assumer comme responsable. Donc, il y a une crise au sein d'un organe, parce que c'est ça la question que vous avez posée. Il y a une crise au sein d'un organe. N'est-ce pas parce que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité
du secrétaire général Augustin Kabouya, président intérimaire. D'abord, j'ai dit... Et certains ont soutenu J'ai dit, Bizibou. ce n'est pas mon rôle, moi, de reconnaître, de nommer, de changer, non. Moi, je constate qu'il y a une crise au sein d'un organe qu'on appelle la présidence du parti. Il n'y a pas crise au sein de l'école du parti, qui malheureusement est empêchée de fonctionner. Il n'y a pas crise au sein de la CEP, la Commission électorale permanente du parti. Il n'y a pas crise au sein de la Convention démocratique du parti. Donc, c'est une crise au sein d'un organe du parti. Mais qui vous gère? Que malheureusement, qui est votre responsable? Mais j'ai dit ceci. Nous avons une structuration qui est claire. Okay. Nous avons un organe qu'on appelle présidence du parti. Dans cet organe, il y a le président du parti, il y a le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux qui font partie de la présidence du parti. Exact. Alors, ici, nous avons le président du parti qui est empêché parce que exerçant des fonctions d'État et que dans les statuts, en fait, lorsque vous lisez les statuts, il y a le fameux article 26 dont on a tant parlé qui dit si le président est empêché, définitivement, il est remplacé par un directoire de trois membres. Alors, ça n'a pas été le cas. Il y a eu par la suite une convention démocratique du parti qui s'est tenue à la faveur de l'exclusion de Jean-Marc Kabound, qui lui s'était carrément autoproclamé président AI du parti. L'ancien secrétaire général. Oui, lui avait dit qu'il était président AI. Lorsqu'il est exclu du parti, il y a eu une convention démocratique du parti. Il y avait un mandat spécial, non? Bon, en fait, le mandat spécial, je l'ai lu 1000 fois, je n'ai vu nulle part la mention président AI du parti. Je n'ai pas vu ça, malheureusement. C'est toujours l'amalgame là qui pose problème. C'est en fait ça. Et puis, il y a eu le secrétaire général adjoint, Augustin Kabouya, qui a été élevé par la Convention démocratique du parti comme secrétaire général ad interim. Après l'exclusion de Jean-Marc Kabound. Après l'exclusion de Jean-Marc Kabound. Et après ça, il y a maintenant tout ce qu'on voit là-bas, c'est au sein de l'exécutif du parti dont je ne suis pas membre, malheureusement. Je ne suis pas membre, j'ai du mal à prendre position d'un conflit qui sévit dans un organe du parti dont je ne suis pas membre. Est-ce que le président Tshisekedi ne peut-il pas apporter une solution définitive? Non, mais l'UDPS, les gens... Vous imaginez la charge du président de la République? Est-ce que vous vous imaginez, lorsque le président de la République se réveille, ce qu'il affronte comme problème dès la première minute de son réveil? Vous imaginez à quelle heure le président de la République peut dormir, avec les problèmes qui tombent minute par minute dans ses oreilles? Les magistrats menacent d'aller en grève, là-bas les professeurs ont arrêté les cours, ici les travaux qui se faisaient sur Pont-Matete, là-bas il y a inondation, ici là-bas on a attaqué à Calais. Ici. Vous imaginez que le président laisse pour un petit temps tout cela pour venir se substituer à des grands garçons comme nous sommes là, afin de nous dire qu'il faut respecter les statuts du parti, il faut fonctionner en ordre, il faut faire ce qu'un parti politique doit faire. Quand vous n'êtes pas en mesure de trouver la solution vous-même, il y a les bons offices de docteur Eteni Longondo, mais finalement, quelques minutes, quelques secondes après, on a vu les réactions. Non, nous avons essayé. Et du côté de Bizibou et du côté de Nous Kabouya. avons essayé, moi qui vous parle, j'ai conscientisé les collègues députés, nous avons tenté aussi les bons offices, nous avons vu les deux camps qui se battent au sein de l'organe présidence du parti, parce qu'il faut clarifier ça, c'est un conflit au sein d'un organe du parti. Okay. Oh, c'est un conflit au sein d'un organe du parti. Pas au sein du parti, non, c'est un conflit au sein d'un organe. Alors, les deux camps qui se battent au sein de l'organe du parti, nous les avons vus, curieusement. Lorsque nous sommes allés les voir pour les inviter à plus de responsabilités, à la cohésion afin que le parti fonctionne, parce que c'est quand même un organe déterminant. Et les deux camps ont voulu plutôt nous rallier au lieu d'accepter de trouver une solution de cohérence et de cohésion. Alors, notre
refus de rallier un camp ou l'autre nous a placés dans une sorte d'antagonisme. L'un estime que nous l'avons trahi parce que nous avons refusé de tenir une pancarte de soutien à lui. L'autre estime que nous l'avons trahi parce que nous avons refusé de tenir une pancarte de soutien à lui. Vous êtes resté neutre. Voilà. Nous sommes restés victimes de votre neutralité. Nous sommes victimes de notre neutralité. Mais professeur, j'estime que il y a des choses que seul le temps répare. C'est une situation qui nous cause beaucoup de torts. Et parce que nous sommes le parti qui gouverne l'État, ce tort ne peut pas manquer d'avoir des conséquences sur l'État lui-même. Il est plus que jamais préférable que nous retrouvions le bon sens, que nous nous remettions ensemble et travaillions pour accompagner le chef de l'État dans sa lourde tâche. C'est pourquoi, moi, personnellement, chaque fois qu'une main est tendue dans le sens de cohésion, dans le sens de pacification et d'harmonisation, je la saisis toujours. Le docteur Etienne lui-même, il était ici à mon bureau. Il m'a parlé de sa volonté de faire des rapprochements entre les factions rivales et d'autres cadres du parti. Je l'ai encouragé, je trouvais que c'était une bonne chose, une chose assez intéressante parce qu'il est plus que jamais utile que le parti vive l'harmonie. Nous avons vécu l'opposition. Nous avons vécu l'opposition. Moi, je suis dans les instances nationales du parti depuis plusieurs années. Donc, j'ai vu beaucoup de transformations. Je participais à beaucoup d'activités, à beaucoup de moments décisifs de l'histoire du parti, bien sûr. Relativement à mon âge, je n'étais pas à la fondation de l'UDPS, moi. J'ai trouvé la machine, je me suis embarqué. Alors, je suis en train de ne pas comprendre comment la capacité que nous avions à partager le peu, à nous accompagner, même dans la vie privée. Même dans la vie privée. Moi, je vois, lorsque je soutiens ma thèse de doctorat, je vis tout le leadership de l'UDPS mobilisé. Tout le leadership de l'UDPS mobilisé derrière moi. Les gens n'étaient certes pas riches, mais j'ai vu que chacun a amené une petite enveloppe pour accompagner cet effort que les gens considéraient comme un grand apport au combat que nous étions en train de mener. Ça s'est émoussé, nous sommes engloutis dans la haine, dans la cupidité, dans l'égoïsme, dans les rancœurs, dans des insultes, des médisances, des accusations. Des choses tellement horribles. Est-ce qu'on peut vérifier un truc, prof? Horrible. Professeur, êtes-vous vraiment de l'UDPS? N'avez-vous pas créé une structure ou même un parti politique comme pour faire ombrage à l'UDPS? Alors, si tel est le cas, pourquoi ne pas se taire et laisser l'UDPS évoluer? S'en fout. Bon, vous savez que des choses qu'on fait dans des partis politiques, je t'ai dit que je viens de finir ce pamphlet que j'ai lu depuis des semaines, sous la direction de Florence Hegel et de Simon Persico, intitulé Parti politique. J'ai aimé, j'ai apprécié, c'est extraordinaire ce que j'ai lu dans ce livre. Moi, je pense toujours que les choses qu'on fait dans la stratégie politique ne peuvent pas être mises à votre disposition, vous les journalistes. Mais parce que maintenant, c'est des choses dont nous parlons dans des meetings populaires, malheureusement. Oui, nous avons créé des structures. Nous avons créé des structures. Une que je coordonne. Une structure que je coordonne qui s'appelle des ATDC, une structure coordonnée par le secrétaire général Kabouya qui s'appelle ARDEV, n'est-ce pas? Il me semble qu'il avait confié ça au gouverneur Jacques Kaboula, mais curieusement, j'ai vu que ça, c'est devenu un parti politique parce que il y a des fédérations qui sont installées, tout, ce n'est pas... Il y a une structure que le professeur Paul Chilumbu coordonne, qui s'appelle la TU. Et il y a une structure que Madame Bilonda coordonne, qui s'appelle A3. Il y a une structure... Donc, nous avons créé des structures.
et qui sont des structures qui ont été créées. Stratégiques. Oui. En fait, il y a beaucoup de choses autour de ça que moi, je ne trouve pas normal de faire de ça, en fait, de débat public. Ça existe malheureusement avec des effets multiples. Mais le plus important, ce n'est pas cela. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République fait face à des défis énormes qui ont besoin de cadres consciencieux au service du pays et qui peuvent l'accompagner avec engagement, solidarité, avec confiance. Il n'a pas besoin de ça, c'est difficile. Mais il vous arrive de temps à autre à témoigner de votre gratitude à ceux qui ont milité, ceux qui ont travaillé pour que vous soyez là où vous êtes maintenant, premier vice-président. Je suis une émanation de mon parti, oui. Ce parti que j'ai servi depuis mon enfance. Je l'ai servi de manière tellement ostentatoire et j'ai pris des risques inimaginables pour ce combat. Hier encore, docteur Etienne qui m'a vu ici me rappelait d'un événement inoubliable de ma vie. Lorsque un certain 26 novembre, ici à l'aéroport de Ndili, nous avons été arrêtés, déshabillés, ligotés. J'ai des traces, jusque-là je peux vous les montrer. Ligotés toute la nuit, on nous a jetés vers 4 h du matin devant la permanence du président Etienne Tshisekedi. Donc c'est un parti que j'ai servi toute ma vie et que j'estime toujours que je dois servir parce que j'ai cette légitimité de le servir en toute sincérité, parce que moi je le sers en toute sincérité, même lorsque j'ai fait 5 ans pendant le mandat passé, je n'ai pas été chargé des responsabilités de l'État et le président nous disait toujours, nous sommes nombreux pendant que les uns travaillent, les autres sont nos réserves stratégiques. Et vous êtes resté fidèle. Et je suis resté fidèle pendant que je n'avais eu aucun dollar américain, aucun franc congolais ici du pouvoir, pendant 5 ans. Je suis resté fidèle en train de le servir fidèlement. C'est que peut-être beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Parce que ceux qui sont restés dans la jouissance du premier jour jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas encore testés. Attendons voir le jour qu'ils seront hors en jeu, s'ils seront fidèles à l'idéologie du parti et au président de la République. En fait, ce n'est pas ça qui compte. Pour moi, j'estime que pour le moment, que le président de la République, que le parti a décidé que je serve la nation là où je le fais, je tente de faire le maximum et je donne le meilleur de moi-même pour être efficace dans ce que je fais et ce dont j'ai la charge. De quoi j'ai la charge? Je fais, comme je vous ai dit là, les relations interparlementaires. On appelle communément ça généralement aujourd'hui diplomatie parlementaire. Je bouge tous les trous. Je fournis tous mes efforts pour que le Congo soit là où il doit être. Ce n'est plus comme avant. Je suis chargé de la législation. Je suis bien le dossier législation. Il n'y a pas de loi en souffrance à l'Assemblée, surtout des lois, des projets de loi. Lorsque le gouvernement de la République est dans le besoin d'avoir une loi, je fais mon mieux, je travaille comme je dois faire pour que la loi soit disponible afin que le gouvernement ne se sente pas bloqué. J'accompagne systématiquement les initiatives privées et les propositions de loi des collègues députés. Je suis ça de près et je donne de mon temps. Il m'arrive de ne pas aller en vacances parlementaires parce que je prends mon temps pour discuter des initiatives législatives des collègues. On discute, j'aide ce que je peux aider. Donc, je crois que là où je suis pour le moment, et le chef m'a confié de faire ce que je dois faire, c'est sur ça que je dois me concentrer. Alors, on aura le temps, on trouvera du temps pour parler de Luiza. Vous êtes l'élu de Luiza. C'est vrai qu'on parle de PDLSA 45 territoires. On allait peut-être une question, qu'en est-il du Grand Kasaï de manière générale, Kananga et autres? Vous pensez qu'il y a quand même des signaux, c'est bon? Oui, les lignes bougent. Les lignes bougent. Les lignes bougent. Il y a un miracle qui se produit en ce moment dans nos provinces du Kasaï.
D'abord, le barrage hydropolitique de Katende. Hydropolitique de Katende. C'est-à-dire hydropolitique. Désormais, c'est un barrage hydroélectrique parce qu'il a été financé par le gouvernement de la République. Okay. Le président Tshisekedi a décidé pour la première fois depuis 1956 que ce barrage a été pointé. Pour la première fois, la République a sorti l'argent pour le construire. Et tel que je vous parle, les travaux sont systématiques en place. Pour la première fois, ce barrage va donner du courant parce qu'il n'y a plus de doute là-dessus. C'est notre argent qui construit. Vous avez la route Kanang-Kalambambouji, elle également, qui a fait couler encre salive, qui est en cours d'asphalte, je dis bien. Vous avez la route Chikapa-Kandiaji, les travaux sont intenses, et Chikapa-Kananga, Kamouesh-Kananga, la route est presque déjà dans la ville de Kananga et les travaux sont intenses là où il reste encore des petits espaces à faire. C'est ça des choses que nous devions dire à notre peuple que voici l'espace Grand que Kasaï le se développe. fait. Et il le fait dans tout le pays. Toutes les villes du pays, ça bouge. Les routes sont construites. Pour la première fois, le pays est en train d'être relié de l'ouest à l'est, du nord au sud. On aura le temps d'en parler. Et ça, c'est le miracle de ce qu'il dit. Ce qui s'est fait dans ce pays-là, dans 5 ans, aucun pays africain l'a réalisé dans 5 ans, en sortant d'un chaos comme nous l'avons trouvé ici. C'est des universités qui se construisent. J'étais il y a 3 jours avec le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Je lui ai dit c'est comment. Il me dit tu ne peux pas t'imaginer. Lorsque le président Tshisekedi a dit qu'on va construire une université qui va vous faire oublier les chemins de l'Europe, les gens ont douté. Aujourd'hui, moi le gouverneur, j'assiste, les travaux sont en cours. Et d'une très grande université. Parce que les universités là que le président Tshisekedi construit, il faut les regarder bien. Si autour de nous, vous les voyez. Et vous étiez à Canada dernièrement, je crois. Non, Boujbaï. En Boujma, vous avez vu l'université? Oui. Vous avez vu l'université? J'ai vu. Donc, depuis que Luc Gillon a commencé ça, et que les Belges ont laissé Kisangani, Kinshasa et Lubumbashi, pour la première fois, un chef d'État dans ce pays, j'ai dit qu'il fait en 5 ans ce que les Belges ont fait en 80 ans. Parce qu'en 80 ans, les Belges ont construit 3 universités. Comme je l'ai dit, professeur, on trouvera le temps pour visiter pratiquement tous ces chantiers. Voilà les débats importants, le miracle de Tshisekedi, les débats importants dont le parti devrait s'occuper. Que lorsque je vois les gens qui viennent me dire, mais il faut répondre, je réponds à quoi? Je réponds à quoi? Moi, je dis, je suis un avocat, j'ai une déontologie et des valeurs à protéger. Vous l'avez dit. Professeur Tshilombaï, merci. Merci beaucoup. Merci également à vous. Je crois que le vrai débat continue dans vos salons. Merci, au revoir.